Dans la forêt, nouvelle de Jean-Charles Vidal, issue du recueil Sauf qui peut, demain la santé, aux éditions La Volte. Liminaire. Que je t'explique. Avant, les maladies étaient transmises par d'autres humains. Tu sirotais tranquille un White Russian à une partie, en matant la petite brune, là, et puis, surgit de nulle part, un type venait tousser presque dans ton verre. Et 3 jours après, tu te retrouvais au lit à croquer du paracétamol tout en grelottant. C'était ça la maladie. Un autre humain qui te passait ses miasmes en douce, l'air de rien. L'ennemi, c'était l'autre, qui plutôt que de rester en isolement, se sentait fort et décidait de se mêler à ses frères, histoire de leur fourguer ce qu'il cachait dans ses bronches, sa salive, ou pire, pour les plus dégoûtants d'entre eux. Certes, les cuistres expliqueraient que la maladie pouvait aussi être transmise par des animaux, et que d'ailleurs, historiquement, les bonhommes du néolithique avaient été décimés par leur bétail, tout juste constitué. Les cuistres auraient raison. Mais d'une part, j'ai tenu à simplifier pour les besoins de la démonstration, et d'autre part, au XXIe siècle, les seuls animaux que côtoyait un habitant du premier monde, c'étaient des chiens, des chats, des cochons d'Inde, que des bestioles assez inodores et indolores du point de vue de la prophylaxie. Les gens du tiers-monde continuaient à mourir de saloperies interspécifiques, en plus du reste. Mais c'était en quelque sorte leur destinée, dans leurs territoires abandonnés de Dieu. À moins que les plus entreprenants ne soient déchiquetés à coups d'obus de 40 mm, puis envoyés au fond de la mer. Et de toute façon, l'histoire se passe chez nous. Tout le monde connaît. Je parle des lecteurs. Et quand je dis connaître, c'est connaître intimement un endroit où nos vies ont été inscrites comme un graffiti sur un mur. La maladie, c'était du lien social, une sorte de. En toute bonne logique, ça aurait dû être à l'autre de payer les soins médicaux, voire l'hôpital. Mais aller trouver le coupable. Il y avait une ribambelle de suspects, lesquels avaient été eux-mêmes infectés. Récursivité infinie. Alors, on préférait, dans le pire des cas, laisser le malade se prendre en charge, ou, dans le meilleur, mutualiser le système pour que tout le monde paie pour tout le monde sur le principe du pot commun. Ce qui, globalement, revenait à faire aussi payer les coupables. Et pour guérir, c'était le grand festival de la chimie organique, des tripatouillages plus ou moins génétiques, des scalpels qui cisaillaient la masse pour essayer d'en extraire le noyau de mal. C'était brutal, archaïque, hasardeux. Une préhistoire. Des gens se faisaient des couilles en platine au jeu des molécules musicales, tandis que d'autres laissaient tomber leur vapoteuse en pleine opération, le patient ouvert comme un cochon sur le point d'être débité. On a changé tout ça, avec une découverte anodine. Certains patients étaient bien entourés et guérissaient plus vite, beaucoup plus vite, sans aucune aide médicale parfois. Au début, on a cru à des biais dans les études, à de l'effet placebo en veux-tu en voilà, à l'existence de sujets simplement plus résistants que d'autres. Et c'était en partie le cas. Et puis, vous savez comment sont les chercheurs. Ils ont tendance à chercher, à rechercher, à vérifier les données dans un sens, dans l'autre, à ne pas écouter les directeurs du marketing qui leur demandent de plutôt bosser sur cette fameuse molécule apte à éradiquer la constipation en douceur. Parce que c'était quand même énorme sur le fond, et qu'il fallait absolument être sûr de son fait. Pas question d'annoncer ça lors d'un 20h quelconque ou sur un pure player pour décérébrer. Pas question de se laisser aller au clickbait, la traditionnelle équipe américaine qui vient de prouver que la taille du pénis est corrélée au volume du bac à légumes dans le frigo. Ce qu'il y avait d'énorme, c'est que ces rémissions venaient de l'entourage. Il ne s'agissait pas du traditionnel esprit qui influe sur le corps ou Dieu sait quelle ânerie née au New Age matinée de sagesse ancestrale. Non. Ce que cela impliquait, c'est que dans cet entourage se trouvaient un ou plusieurs porteurs sains de guérison.
quand je vous disais que c'était énorme. Le principe électron-positron. On met les deux ensemble et il ne reste rien au final, à part de l'énergie. Laissons l'énergie de côté et retenons simplement qu'à laisser le malade et le porteur de guérison, PG, dans la même pièce quelques heures, ou au pire quelques jours, on se retrouvait avec un type guéri et un porteur de guérison encore actif. Comme quoi, la métaphore électron-positron a ses limites. C'était presque magique. Alors oui, le PG était inutilisable durant un certain temps, comme s'il avait momentanément épuisé ses réserves. Mais elle se reconstituait vite et le PG pouvait bientôt être apte à amorcer une nouvelle guérison. Pourquoi porteur sain de guérison? Pourquoi le sain? Eh bien parce que le PG, tout simplement, n'était pas capable de se guérir lui-même. Aucun PG n'en était capable. Il fallait un autre PG lorsqu'un PG était malade. Je vous vois venir. Ne me dites pas le contraire. Vous imaginez tout de suite la Big Pharma se jeter sur les PG avec la férocité de la hyène frappée d'amok. On assassine les PG en masse, on en kidnappe quelques-uns et on en réplique les enfermés à coups de clonage frénétique dans un bunker secret tenu en laisse par un savant fou au fort accent germanique. Avec au final l'arrivée sur le marché de quelques PG au compte-gouttes. Tout cela monnayé aux environs du PIB d'un pays moyen. Sauf que non, personne ne savait comment ça marchait. On a bien sûr pensé à un ou plusieurs gènes chez les PG. Ce n'était pas le cas. Pourquoi porteur sain de guérison? Pourquoi le sain? Eh bien parce que le PG tout simplement n'était pas capable de se guérir lui-même. Aucun PG n'en était capable. Il fallait un autre PG lorsqu'un PG était malade. Je vous vois venir. Ne me dites pas le contraire. Vous imaginez tout de suite la Big Pharma se jeter sur les PG avec la férocité de la hyène frappée d'amok. On assassine les PG en masse, on en kidnappe quelques-uns et on réplique les enfermés à coups de clonage frénétique dans un bunker secret tenu en laisse par un savant fou au fort accent germanique. Avec au final l'arrivée sur le marché de quelques PG au compte-gouttes. Tout cela monnayé aux environs du PIB d'un pays moyen. Sauf que non. Personne ne savait comment ça marchait. On a bien sûr pensé à un ou plusieurs gènes chez les PG. Ce n'était pas le cas. Impossible de les dupliquer dans ces conditions. Cela reste encore un mystère. Les PG existent, on peut les détecter assez facilement car une partie de leurs lymphocytes sont légèrement déformés. Une banale prise de sang suffit donc, ce qui permet d'estimer le nombre de PG à environ 1% de la population. On ne peut pas, par exemple, transférer du sang de PG dans un autre organisme pour créer un PG artificiel. Ça ne marche pas. Personne ne sait ni comment les PG apparaissent, ni comment en produire d'autres. Un mystère pour l'instant. Je ne vais pas vous mentir. Passer de l'état anté-PG à l'état post-PG ne s'est pas fait tout seul. Il y avait trop d'intérêt en jeu. Les gens aux couilles en platine tenaient à les garder. Même les gens qui géraient les pots communs rechignaient. Que ça tombe tout rôti dans la bouche des malades, ça en traumatisait certains. Souffrir, surtout pour rien, est un des fondements de toute société humaine, prétendait-il. L'enfantement se fait toujours dans la douleur, semble-t-il. Crise majeure, guerre, escadron de la mort, massacre, vous pouvez vous en douter. Tout cela pour tenter de conserver des effets secondaires et des marges optimales. Mais ce sera une autre histoire. Ce qu'il faut retenir, c'est que les PG circulaient dans la population comme des chats langoureux que chacun caressait au passage pour se débarrasser de sa grippe, de son arthrose, de sa pancréatite. Car je ne l'ai pas dit. Contrairement à ce que semble indiquer mon introduction, les PG ne guérissaient pas uniquement les maladies virales ou microbiennes. Les dégénératives ou les auto-immunes aussi, les cancers, les maladies orphelines. Tout, de fait, sauf la mort elle-même. Sans compter que pas mal de dérèglements avaient disparu depuis qu'on avait arrêté de bouffer trop de saloperies ou trop de protéines animales. Mais c'est encore une autre histoire. On avait donc une sorte d'avant-goût du paradis. Plus personne pour s'engraisser le patrimoine avec les souffrances des autres, rien qu'une sorte de frottement léger qui parcourait le corps social et le maintenait en bonne santé. Jusqu'au jour où les PG ont commencé à disparaître. Ça commence. Le type se sentait seul. Il aurait dû prévenir qui de droit après m'avoir repéré entre les arbres, mais avait préféré me héler. « Mon gars! Hé, mon gars !»
Sors de là. Je sais que t'es là. Viens, je te ferai pas de mal. Je dirai rien. Allez, sors. La tuile. Moi qui avais justement évité les grandes régions céréalières et était passé par des territoires de montagnes et collines, où ne restaient plus que quelques gus de loin en loin, quelques gus à l'utilité mal définie, qui étaient là pour dire qu'on veillait au territoire, qu'on ne le laissait pas aux mains de mère nature, qu'il y avait toujours une présence humaine et où l'on envoyait tous les rétifs à l'habitat urbain dense, et la liste d'attente était longue. Pas beaucoup de candidats, mais encore bien moins de place. Des sortes de garde-chasse dans un univers où la chasse était prohibée depuis longtemps. Les massacres réguliers de sangliers n'étaient pas de la chasse, mais une tuerie prophylactique gérée par l'État. On a fumé. On a bu son torboyau artisanal. Il s'est douté que j'étais un PG, mais il n'a rien dit. Il était trop poli ou trop content de rencontrer quelqu'un. Il m'a parlé des terres à blé, plus au nord, de la chiourme, des machines qui surveillaient celles qui bossaient, des consignes qui arrivaient de plus en plus pressantes pour surveiller, pour débusquer, intercepter les... Enfin, vous voyez, les gens qui s'enfuient, quoi. Je le laissais parler. J'étais trop content de manger autre chose que de la bouffe reconstituée à la flotte. Et puis, pour être honnête, il me plaisait bien, ce type, avec sa barbe de trappeur, comme dans les romans, et ses conseils discrets, sans y toucher, pour éviter ses prochains collègues vers le sud. Pas tous comme moi, mon gars. Non, des sales cons, certains, qui iraient cafeter à la première occasion, baver auprès du chef de service tout là-haut, ces enfoirés. En plus, je ne savais pas que des gens employaient encore l'expression mon gars. C'était rigolo, suranné, comme dans les vieux films en noir et blanc. Et puis j'étais crevée. Je suis un citadin après tout. Et dormir à la belle étoile, même en été, ça va 5 minutes. Sans compter qu'il fallait porter le duvet et les rations. Et que j'avais dû, au début, crapahuter à marche forcée depuis le terminus pour arriver dans la campagne. La nature, quand on n'a pas l'habitude, c'est l'horreur. Le terrain peut être spongieux ou, au contraire, rocailleux, torcheville ou casse-pattes. Il a souvent la mauvaise habitude de grimper ou de descendre en pente bien raide. C'est crevant. Il pleut, belle saison ou pas. Fringues et matos étanches ou pas. Et puis, c'est très surfait, la nature. La forêt, on ne voit pas à 30 mètres. Il y a au sol un tapis de feuilles mortes ou d'aiguilles. On s'enfonce, on trébuche. Putain de racines aussi. Les cours d'eau à traverser en slip avec tout le barda sur le dos au risque de s'étaler. On se paume facilement parce que le GPS, niette. Trop de risques de se faire repérer. Pas un risque d'ailleurs, une certitude. Toujours la probabilité de tomber sur un animal, pas méchant en lui-même, mais qui pourrait vous piétiner dans un moment de panique. Amusant de penser que les promenades dans les bois aient pu, jadis, avoir été pensées comme une régénération. Connard d'arbres et saloperie de romantisme. Putain d'Allemand. Et on se force à rester en forêt. En terrain découvert, les drones pourraient vous repérer. Méchantes bestioles cyberbidules, avides de traquer et d'identifier. Parce que, vous voyez, la campagne, pas que la forêt, hein, ce n'est pas fait pour l'homme. Ce n'est plus fait pour lui. Il a crevé le biotope, le climat, les énergies fossiles ou pas. À force de petites villes paumées, de villages enclavés, de merdes résidentielles en périphérie des 10 villages, tous ces endroits qui nécessitaient un ou plusieurs véhicules pour aller bosser, acheter, moins s'emmerder, et du bitume à la louche, et des parkings, du CO2 par botte de vin. La campagne, c'était devenu un luxe pour ploucs plus ou moins aisés, parfois très aisés. Ce n'est pas là le problème, c'était dément. Le potlatch, grandeur nature, est permanent. Regarde, ami, comment je nourris et fortifie mon moi dans cette demeure de maître rénovée, ou dans ce cabanon à peine amélioré, gonflé au parpaing. Car, voyez-vous, la grande ville, c'est toujours Babylone, entre des vices, comme le maréchal l'avait bien dit. Tu t'en souviens du moustachu chenu? Non, personne ne s'en souvenait plus, hormis quelques universitaires, eux aussi chenus. La campagne ne permet pas les économies d'échelle. La ville dense, oui. Alors, quand la mer a commencé à monter de manière peu discrète, il a fallu rapatrier tout ce petit monde. Oh, rassurez-vous, hein, pas de 1984, pas de milices vicieuses chargées de déporter et d'examiner les récalcitrants.
Pas de gueule patibulaire armée jusqu'aux dents qui défonçait à coups de pied la porte de l'humble logis. Juste des mesures incitatives. J'aime bien ce mot, incitative. Une façon élégante de dire taxe en pagaille pour les mal placés sur la planisphère ou, au contraire, pognon en rab, coupe dans les services publics placés là où il ne fallait pas, les boulots qui se développent en ville et uniquement en ville. Rien que dans le bâtiment, pour tout mettre en place, il y eut du taf pour des générations. Et ainsi de suite. Je ne vais pas raconter ce que vous savez déjà. Alors, ne restez que les gardes-chasse, ou plutôt les gardes-rien. Comme mon nouvel ami qui me versait un nouveau verre de son distillat de baies ou de champignons. De braves types qui ne contrôlaient rien sur un territoire bien trop vaste. Timur m'avait dit qu'ils allaient se multiplier, bientôt, pour justement pouvoir surveiller de manière un peu plus efficace. À cause de tu sais quoi. Oui, je savais quoi. Je savais parce que j'allais, moi aussi, m'exfiltrer. Et m'exfiltrer tout seul, ce qui n'était pas rien. Exfiltrer. En gros, quand on a infiltré quelqu'un chez l'ennemi pour espionner, typiquement, il faut le ramener à un moment ou à un autre pour débriefer ou simplement le garder en vie. Sauf que là, l'ennemi n'était devenu l'ennemi que très progressivement. Très, très progressivement. Comme le type en face de moi, celui qui me parlait des méchants, des sales cons plus au sud, et se proposait de me rouler une cigarette. Le brave homme. Il n'était pas en demande, certes, paraissait en bonne santé, mais d'une part, c'était justement là le problème. Et d'autre part, j'en savais quoi de ses attentes. Il allait peut-être me garder enfermé dans une de ses cabanes en bois, comme une bouillotte pour ses vieux jours. Et Dieu sait que j'avais envie de dormir dans un vrai lit. De dormir pour de bon. De dormir, je sais pas moi, 10 heures. Me réveiller en pleine forme pour pouvoir tracer et me perdre définitivement, hors d'atteinte, hors zone. Il y a la place, mon gars, tu sais. C'était un village vacances dans le temps. Enfin, le temps. T'étais pas né. Et moi non plus. Un truc d'avant. De bien avant. Mais solide. Tu le croirais pas. La plupart des baraques tiennent debout et j'en garde 3-4 en état de marche. Des fois qu'il y ait des visites. De la hiérarchie ou des stagiaires. Paraît qu'ils vont enfin arriver. À cause. Oui. Enfin, tu vois pourquoi. Il y a des fois où il faut faire confiance. Une vraie maison pour moi tout seul, ça allait me changer du sol bien dur. Il pouvait passer un coup de fil, bien sûr, et je verrais d'adorables amis au pied de mon lit, demain matin, au réveil. Mais s'il avait décidé de le faire, il le ferait, que je reste ou non. D'ailleurs, si je le vexais en ne restant pas, j'augmentais les chances de délation. Et je préférais être cueilli comme une fleur au petit déjeuner que traqué dans les bois par des mercenaires humains et des drones pisteurs. C'est Marie qui, la première, a commencé à avoir des soupçons. Enfin, pas vraiment des soupçons, mais qui a commencé à se demander si tout cela était normal. À l'époque, j'étais en terra à mi-temps. Il y avait bien assez de PG dans le secteur pour que je puisse faire autre chose que tenir la main à des bronchiteux, et ça me permettait de bosser un peu en plus. Pas pour l'argent, on était très bien payés, mais parce que les malades, c'est toujours un peu saoulant, surtout à cause de leurs grands yeux de bébé phoque débordant de gratitude, comme si on avait vraiment le choix. Les gens ne savent pas ce genre de choses. Ceux qui ne sont pas PG, j'entends. Ils s'imaginent Dieu sait quoi, que nous sommes une sorte d'avant-garde mue par une dévotion sans faille envers un avenir radieux. Certains le sont. Beaucoup, soyons honnêtes. Comme si le fait de ne pas utiliser un don à plein était un péché contre l'existence même. Mais un don est parfois un rocher de Sisyphe à pousser tous les matins après le petit déjeuner, surtout quand il est organisé par une bureaucratie, certes bienveillante, mais par essence bureaucratique. Mais ne poussons pas. La bienveillance était la notion maîtresse. Ne nous racontons pas de sombres histoires uchroniques emplies d'écrans de contrôle, de délations organisées, de surveillance pointilleuse, de camps de redressement au fin fond du monde, de milices, de flics sournois en uniforme de cuir noir. Personne n'était obligé. J'ai même connu un type qui avait décidé de ne pas jouer son rôle, de ne pas jouer le PG, et qui préférait monter des murs sur les chantiers. Ses parents, ses amis, ses connaissances avaient plus ou moins soupiré et lui avaient fait des yeux plus ou moins gros. Mais il avait préféré s'abîmer les mains à triturer le ciment plutôt que suivre la voie que le Tout-Puissant lui avait tracée. C'était un cas rare,
rarissime, parce qu'entre la coercition sociale et les avantages, en particulier financiers, il fallait vraiment avoir des rêves de vie particulièrement robustes pour se défausser. D'autant qu'avec l'amélioration globale de la santé, les PG étaient nettement moins sollicités et que, dans ces conditions, les mi-temps, comme dans mon cas, étaient parfaitement tolérés. Marie? Non, ce n'était pas ma girlfriend, à cause du truc. Bien documenté par contre et débattu en tous sens chez les non-PG. Les histoires de chattes et de quéquettes, ça émeut toujours la population. On en fait des articles de fond, on monte des talk-shows à tout va, on adore ça. Comme si ce genre de voyeurisme avait presque la même fonction que l'oxygène de l'air. Les PG ne sont pas trop portés sur le cul pour faire court. Pas que ça leur répugne, juste qu'ils ne se sentent pas très motivés pour. Difficile d'expliquer ça aux autres. Les autres qui tringlent à qui mieux mieux, barbotant sans fin dans un pédiluve de partenaires déchaînés. Dans leurs rêves, essentiellement. Mais on a les grandes espérances qu'on peut. D'autant que les PG et les autres ne feraient pas ensemble, ou rarement. Marie racontait qu'elle avait essayé et que, pendant qu'elle déroulait le script, la perception dilatée, elle n'avait cessé d'être bombardée d'informations sur les légers dysfonctionnements de son partenaire. Si j'ai bien compris, elle s'était sentie comme une analyse sanguine à pointer chaque taux de ceci ou de cela, à repérer même chaque bacille qui se baladait dans le corps de l'autre, à remarquer chaque léger défaut de souffle. Ça n'aide pas à rester dans le rythme, avait-elle conclu. Tandis que moi, j'aurais préféré qu'elle ne me parle pas de ce genre d'expérience. C'était gênant et un petit peu dégoûtant. Quand je vous disais que les PG se sentaient assez peu concernés. Mais Marie pensait qu'il y avait quelque chose entre nous et que, entre des gens qui ont quelque chose entre eux, il est normal, voire conseillé, d'avoir des discussions sur des sujets intimes. C'est ce qu'on lui avait dit, je pense, ou c'est ce qu'elle avait inféré. Entendons-nous bien. Je ne dis pas que les PG, sur ce plan, se comportaient comme des moines particulièrement zélés. Ils assuraient le minimum syndical, pourrait-on dire. Timour était marié et avait 2 enfants, par exemple. 2 enfants non PG. Il n'y avait pas de prévalence. Je le soupçonnais d'avoir voulu des enfants, d'avoir voulu vivre sa vie avec Alma, et, s'il fallait en passer par là, il allait en passer par là, Alma aussi. Et donc, Marie, je l'aimais bien, mais sans plus. Non, en fait, soyons honnêtes, je l'aimais vraiment bien. Elle avait son petit côté tête chercheuse qui la rendait touchante. Sa quête du pourquoi du comment avait développé une sorte de radar interne, à moins que ses terminaisons nerveuses n'aient toujours été affleurantes. Et ce fut la première dans mon entourage à percevoir les symptômes à leur début. Oui, je me doute que personne ne va me croire, trop mystique, trop New Age, trop héroïque fantasy dans un monde trop plat. Parce que j'ai continué à marcher dans la forêt. Une forêt de plus en plus touffue, épaisse, qui n'en finissait pas, qui avait fini par recouvrir ce qui avait été jadis la campagne. Ce qui était bien normal, si l'on songeait qu'il n'y avait plus personne pour manier la tronçonneuse et que les zones de coupe liées à l'industrie du bois, pourtant en plein essor, étaient localisées près des villes pour d'évidentes raisons logistiques. Et je comprenais nos lointains ancêtres du Moyen-Âge qui avaient déboisé à tour de bras. Pas seulement pour pouvoir créer de nouvelles terres agricoles pour pouvoir survivre, mais parce que la forêt leur faisait peur. Parce que la forêt, c'était un monde hostile. Ou mieux, un être hostile qui se tenait à côté d'eux, prêt à les engloutir, qui recelait Dieu sait quelles horreurs fondamentalement prédatrices. Bien sûr, il y avait les loups. Au passage, avec cette nouvelle forêt continue, ces bestioles avaient dû proliférer, passer en douce d'un territoire à l'autre, sans personne pour contrôler, pour même se tenir au courant des populations de canidés en croissance exponentielle. Mais il y avait surtout tout ce qu'on ne connaissait pas, mais qui se terrait, avide, au plus profond, entre des arbres si serrés qu'on aurait pu le repérer à plus de 2 mètres. Ne cherchez plus d'où viennent les monstres des cauchemars, dégoulinant de canines hypertrophiées, ruisselant de haine pour l'humain. Ils viennent de la forêt. Seuls ces crétins de romantiques ont pu décider, début 19e, que la forêt c'était trop cool. Pareil pour les montagnes, la mer, toutes les étendues sauvages de manière générale. L'anti-humain, normalement, et très logiquement, devrait rebuter l'humain, comme elle me rebutait actuellement alors que je m'y enfonçais pour m'y perdre et lâcher d'éventuels suiveurs. Car là-bas, dans la ville, on n'en s'en souciait plus de la forêt. Ou plutôt, on s'en tenait le plus à l'écart possible.
sous prétexte de rétablir les biotopes, mais essentiellement, je pense, pour refouler la terre des monstres le plus loin possible, dans une sorte de tordu rêve d'avant l'émergence des cités et de l'humain. Et malgré tout, je ressentais comme d'étranges battements d'un cœur anormalement familier. Oui, je sais. Un petit côté Blunt und Boden, une réminiscence folkish ou un remix de Conan contre les druides. Le genre de choses qui m'aurait encore fait ricaner quelques jours auparavant. Mais tout en suivant un sud approximatif à la boussole, j'avais tendance à infléchir ma trajectoire, comme si quelque chose m'appelait, m'attirait. Mon Dieu, quelque chose qui m'appelait? Pitoyable. Mais de fait, j'avais tendance à dévier vers le sud-ouest, et je levais de plus en plus d'animaux au fur et à mesure de ma progression, ce qui n'avait rien que de très prévisible. Plutôt de petits animaux, que ma condition de citadin bon teint m'empêchait d'identifier. Les troncs trop rapprochés ne pouvaient favoriser les cerfs ou les bestioles de grande taille. Des sangliers, à la rigueur, encore que j'en doutais. J'ai continué à marcher, des jours et des jours. Heureusement, le garde-rien m'avait donné un gros râpe de nourriture, à la fois légère à porter et roborative, ce qui allait me permettre d'avancer bien plus loin que ce que j'avais espéré initialement. Et c'est cela qui m'a mis la puce à l'oreille. Car seul dans la forêt, qui devenait de plus en plus magique à mesure que j'avançais, avec mon seul souffle pour compagnon, j'ai eu le temps de réfléchir. Parce que combien de temps avais-je espéré marcher initialement? Jusqu'où avais-je pensé pouvoir aller? Je ne parle pas d'un point d'arrivée et d'une destination qui n'existait pas de toute façon, mais du temps que j'allais pouvoir survivre avec mes quelques rations à réhydrater. Ok, j'avais mollement pensé pouvoir vivre sur le terrain. Dans ma tête d'urbain inculte, j'avais imaginé puiser dans les réserves du territoire, les baies, les champignons ou Dieu sait quoi. Il s'agissait de mère nature, après tout, la grande dispensatrice. Un rêve éveillé. Dans l'épaisseur des bois, il n'y avait paradoxalement rien d'apparemment comestible. Si, des glands au sol, inidentifiables et auxquels je n'aurais touché qu'en toute dernière extrémité. Même les champignons avaient disparu dans l'épaisse couche de feuilles mortes ou d'aiguilles. Bien sûr, j'avais potassé les hommes préhistoriques et m'étais imaginé assommer un lapin à coups de bâton. Déjà, ils filaient tellement vite que je ne les reconnaissais pas. Ne parlons même pas de les défier en combat singulier. Et quand bien même je l'aurais mangé cru, j'aurais fait un feu pour le cuire avec un de mes briquets, au risque de déclencher un incendie aux dimensions colossales. Merci, le garde-rien. Tu m'as sauvé la vie. Mais étais-je parti pour la conserver? Je pense que non. J'avais quitté la ville, j'avais disparu pour complètement disparaître, définitivement. Et à bien y réfléchir, tous les PG avaient fui, en n'espérant pas arriver quelque part. Mais en sachant au fond d'eux-mêmes qu'ils allaient nourrir l'humus, et que c'était cela, le fond de la fuite. Je me suis assis le jour où j'ai définitivement mis cette idée en mots, en phrases, en idées bien articulées. Il y avait de quoi, comme si j'étais arrivé au terme d'une analyse sans divan et sans guide, sans personne. Parce que c'était cela, la grande vérité des PG. Plutôt que de s'étioler, très progressivement, ils avaient préféré jouer les lemmings et s'étaient précipités vers leur bûcher bucolique. En toute inconscience. Comme un type qui se défonce systématiquement au méthanil en oubliant, heureux oubli, qu'il n'y a qu'un et un seul terme au voyage. Évidemment, on m'aurait expliqué cela avant le départ, avant le début de l'effritement. J'aurais ri au nez de l'énonciateur. Le crépuscule des dieux au pays du bonheur concerné, ça ne tenait tellement pas debout. Mais sur le fond, ainsi que me l'expliquait Marie, à propos de toute autre chose, était-ce plus improbable que la victoire du christianisme dans la Rome païenne? Et ce n'était pas non plus la conversion du refoulé du meilleur des mondes dans un holocauste choisi et désiré. Tout simplement parce que ce n'était pas non plus le meilleur des mondes. Nous avions été mal informés. Rien ne ressemblait à ce qui avait été prévu, à ce qu'on nous avait raconté, à toutes ces uchronies sordides, puisque le sordide avait été évacué et que, pour le coup, nous bénéficions réellement du meilleur des mondes, encore perfectible, certes, mais d'une qualité que nous n'aurions jamais osé envisager un siècle plus tôt. Alors évidemment, je n'ai pas été surpris outre mesure quand, au cours de mes déviations successives, j'ai découvert le premier charnier, mon cimetière des éléphants.
À part quelques cadavres pourrissant dans cette improbable clairière, ne subsistait qu'un amoncellement d'os, un empilement de squelettes. Les petits charognards de la forêt devaient pulluler et accomplissaient leur tâche avec un sens du devoir et de la mise en scène au-delà de toute critique. Et j'imaginais ce qui s'était passé. Quelques individus étaient morts ici, un peu par hasard. Peut-être se déplaçaient-ils en groupe. Et les autres avaient suivi les soi-disant palpitations d'un des cœurs de la forêt, comme je l'avais fait moi-même, et avaient décidé de terminer leur course ici, en pleine conscience. Du moins je pense, même s'il leur restait des vivres et si leur état physique leur aurait permis de continuer. C'était comme lire un parchemin d'os, des caractères à demi effacés sur les morts. Cela racontait l'histoire, de manière absolument non ambiguë. Je pense que si j'étais resté à essayer de déchiffrer au-delà de ces inscriptions, en dessous du texte final, j'aurais percé le palimpseste et aurais fini par découvrir l'identité des cadavres, leur histoire peut-être, des fragments de leur vie, voire leur ultime pensée, lorsqu'ils décidèrent d'arrêter là leur voyage. Mais dans ce cas, j'aurais aussi passé l'arme à gauche. On ne peut pas partager trop longtemps la demeure des morts sans finir par faire partie de leur famille. Et le garde-rien m'avait trop gâté pour que je ne continue pas. D'ailleurs, d'autres avaient dû le rencontrer aussi, lui ou un de ses semblables. Charonne à l'envers qui permettait d'aller plus loin, et peut-être d'échapper au premier cercle. Attention, je ne dis pas qu'il y avait un destin et que le garde-rien était Charonne, échappe obligatoire sur le chemin initiatique. Juste que quand on trouve la pompe à essence, on va plus loin. Au début, quand certains PG ont commencé à présenter des symptômes troublants, voire inquiétants, ils n'ont pas été consultés. D'ailleurs, qui aurait-il consulté? Ils étaient les médecins, ou plutôt la cure. Et puis, un diagnostic aurait été difficile à établir, car ce dont ils souffraient restait très impressionniste. Une sorte de dépression légère, une fatigue anormale, des saignements de nez trop fréquents, des douleurs abdominales diffuses, une vague angoisse. À tel point qu'à ce stade, le terme de souffrance paraissait plus qu'exagéré. Marie parlait de ses migraines, Timour de son épuisement permanent, moi de mes gencives sanguinolentes. Pas de quoi fouetter un chat, et ce pouvait être mis sur le compte d'un peu n'importe quoi. Mais en soi, c'était déjà bizarre, d'autant que les PG, par nature, avaient tendance à bénéficier d'une santé de fer. L'autre phénomène, c'est qu'en Terra, on avait tendance à choper les maladies des patients, ce qui était rarissime jusqu'alors. Mais pareil, rien de très grave, on se soignait des bronchites en attendant que ça passe ou en faisant appel à d'autres PG. Et puis on rechignait. Surtout on rechignait. On n'avait plus envie d'aller en Terra, prendre les malades par la main et les ramener sur le terrain enchanté de la guérison. Bien sûr, on y allait quand même, hein. Il fallait bien manger. Mais c'était avec réticence, des réticences informulées, presque louches, surtout quand on se réveillait le matin, trempé de sueur, avec comme unique envie de rester dans un lit pourtant presque marécageux. Moi, je n'avais jamais vraiment aimé ce rôle de pharmacopée vivante. Alors, au début, je n'y ai pas fait attention. Mais Marie, elle prenait à cœur sa destinée. Elle s'imaginait fille de Dieu souffrant sur sa croix pour sauver les hommes. Ça me la rendait souvent agaçante. Je le lui avais souvent dit, mais bon, j'avais fini par mettre ça sur le compte d'un transfert de sa libido défaillante. Comme je l'ai dit, hein, c'était peu ou prou toujours notre cas, mais les modalités pour s'en satisfaire variaient d'une personne à l'autre. La plupart s'en foutaient purement et simplement, comme moi. Mais ça n'a fait qu'empirer. Marie se retrouvait en pleurs chez elle dans la rue, en terra, même en soirée. Timour s'était mis à l'alcool, malgré les prix prohibitifs. Tout le monde connaissait quelqu'un qui avait basculé dans le méthanil, qui ne sortait presque plus de chez lui ou qui était défoncé du matin au soir, lieu de travail ou pas. On parlait même d'OD, des gens retrouvés morts chez eux, la pipe en verre dans une flaque de sang. Moi, je passais mes soirées à fixer les murs en pensant que sauter par la fenêtre pouvait être désirable, comme si un arrêt définitif était préférable à cette fatigue grisâtre. C'était l'absentéisme en terra qui a mis la puce à l'oreille des autorités. Dans les statistiques apparaissait un écart croissant entre les sommes allouées et les PG réellement présents. C'était toute la beauté d'une bureaucratie. Tous ces gens payés à vérifier jour après jour que les chiffres ne mentent pas. Mais il n'y avait pas de procédure pour pareil cas. On savait à la perfection diriger les patients en terra, mais pas du tout comment gérer des PG récalcitrants. Certes, il y avait toujours des médecins, nettement moins qu'avant, mais il en restait quelques-uns, à la fois pour poser les diagnostics, en particulier dans les cas peu clairs, et aussi comme experts bureaucrates.
Pour la recherche, peut-être aussi. Mais je n'en savais trop rien. Et donc ça a pris un certain temps avant que nous ne soyons convoqués les uns après les autres, avant qu'on ne découvre que les taux d'hémoglobine ou de lymphocytes avaient plongé, que les tissus des organes internes commençaient à se nécroser, que d'incompréhensibles aberrations neurologiques étaient apparues. Nous étions en train de mourir. Et l'évolution avait toutes les chances d'être atroce et douloureuse. Bien sûr, rien à filtrer. Allez donc expliquer à toute une population que ces médocs humains vont la lâcher sous peu, la laissant, elle aussi, aux prises avec une mort potentielle. À terme, bien sûr. Nous avions été les héros, les petites divinités du monde, et voilà que nous allions faire faux bond, sans presque plus rien pour soigner les malades. Peu de stocks de médicaments, peu d'hôpitaux, peu de médecins. Nous allions devenir les salauds qui se défilaient, les égoïstes, les thésauriseurs, et donc du point de vue de l'extérieur, bientôt des pelés, des galeux, des salopards, des sortes de nouveaux juifs propres à être haïs sans vergogne. Marie m'a dit, ces sacs à merde ne vont jamais nous pardonner. Ils vont se retourner contre nous. Ils vont nous pourchasser, nous matraquer dans la rue. Ils entreront chez nous en défonçant la porte. Les flics feront semblant de regarder ailleurs. Ils ne nous pardonneront pas. Personne ne nous défendra. Ils nous tueront. Ils tueront nos enfants. Ils balanceront nos corps dans des fosses communes. Le gouvernement dira « Bravo les mecs, continuez comme ça !» Notre état et maintenant notre situation nous rendaient fébriles, pour ne pas dire franchement paranoïaques. C'est ce que j'avais envie de répondre à Marie, de se calmer, de redescendre de ses visions de pogrom. Mais je n'étais pas loin de penser comme elle, et surtout le fait qu'elle ait employé ses sacs à merde pour la première fois de sa vie me troublait, et donnait bizarrement à sa diatribe des allures d'évidence. Elle a ajouté « Tu crois quoi? Que tout va redevenir comme avant? Qu'on a un truc pas grave et réversible? Mais tu rêves, on est en train de mourir. Dans tous les cas, on va mourir. Mais moi, je vais pas mourir sous leurs coups ou au bout de leurs cordes. On leur a assez donné, alors qu'ils aillent se faire foutre. Moi, ils mourront pas. » Bouleversée par son état, je l'ai spontanément serrée dans mes bras, comme pour assurer un enfant. Mais elle s'est dégagée, m'a traité de connard, et est sortie en claquant la porte. Je ne l'ai plus jamais revue. Elle a été la première à disparaître. Mais sur le fond, on croyait plus ou moins tous à l'apocalypse selon Marie. On s'attendait à être raflés ou au moins à ce que les allocations cessent. On craignait la fuite dans les médias qui allaient nous désigner comme ceux sur qui il fallait commencer à taper. On pensait aux types en blanc flanqués de 2 types en noir qui allaient se pointer sur notre seuil à 4 heures du matin, et tout cela alors que notre état se dégradait, et que ceux qui étaient aptes à le faire nous traduisaient en bon français ce que signifiaient les résultats des analyses, dont on savait qu'elles avaient été caviardées pour nous épargner le pire. Parce que quand même, on était en train de mourir. On était en train de mourir alors que globalement le reste de la population se portait comme un charme, comme jamais depuis l'aube de l'humanité. Et rapidement, on a fait le lien. Il pétait la forme. On y passait. Il y avait forcément un rapport. On ne savait pas lequel, mais ça crevait quand même les yeux. Ces salopards nous avaient inoculé la mort alors qu'on avait passé nos journées à soigner leurs moindres petits bobos. Et quand on songeait à ceux d'entre nous qui avaient été auprès de malades graves, des cancéreux par exemple, on ne pouvait s'empêcher de penser que les pauvres avaient dû se prendre quelque chose de costaud en retour. Peut-être étaient-ils déjà morts, peut-être dans des souffrances horribles, et l'information n'avait évidemment pas circulé. On se demandait si des charniers n'existaient pas déjà, si des savants fous n'étaient pas en train de disséquer les corps de nos morts, même pas pour essayer de comprendre, mais par pur plaisir sadique. On imaginait le pire, le presque risible sur le fond, mais on se savait être les sacrifiés. Fort heureusement, je n'avais jamais côtoyé de malade grave. Timon non plus, ni Marie, laquelle avait disparu après son esclandre. Au début, je n'avais rien remarqué. J'avais mes propres problèmes. Je mourais comme les autres. Et après tout, nous ne vivions pas ensemble, ni même dans le même quartier. Nous ne nous croisions finalement qu'assez rarement, et si Timour ne m'avait pas téléphoné, il m'aurait fallu bien plus de temps pour m'en apercevoir. Timour. Attends. Alma est allée chez elle récupérer un panier de transport pour le chat. Elle y est allée, je sais pas, 4, 5 fois, et rien. À chaque fois, nada. Personne. Au bout d'un moment, elle en a eu marre. Elle était un peu inquiète aussi. Tu sais, comme elles sont proches, et elle a pris les clés. Tu te souviens que Marie lui avait passé ses clés pour que quelqu'un ait un double de chez elle. Il n'y avait personne. Jusque-là, rien de grave, mais il y avait de la poussière partout, la vaisselle dans l'évier. Putain,
C'était le festival des moisissures. Les placards étaient ouverts et selon elle, il manquait plein de fringues dedans. Plus d'affaires de toilette non plus. D'autres trucs manquaient aussi. Je me rappelle plus ce qu'elle m'a dit. Merde, elle est partie, elle est partie. Ou on est venu la prendre. Et si c'est le cas, on est les prochains sur la liste, man. On va tous y passer, tous. Ils ont décidé d'accélérer la manœuvre. Finita la comédia. Ok. Il n'y avait pas de traces d'effraction, pas de traces de lutte, pas de bordel spécial. À part dans la cuisine, comme d'habitude. Ouais, tu as raison. Les voisins ont rien entendu, c'est vrai. Mais si tu voyais l'état d'Alma, toi aussi tu partirais en sucette. T'es drôle avec ton côté, la voix de la sagesse vous parle en direct. Marie était donc partie. Elle avait quitté le navire comme elle me l'avait plus ou moins annoncé lors de cette dernière entrevue. Évidemment, personne n'a pensé qu'elle avait quitté la ville parce que c'était justement impensable. D'autant que très vite, des rumeurs nous sont parvenues comme quoi un tel ou une connaissance d'un tel l'avait croisée, mais loin du centre, dans les conurbations, les banlieues destinées aux nouveaux arrivants rapatriés de la campagne. Des quartiers tellement nouveaux qu'ils en étaient peu quadrillés et optimaux pour ceux qui désiraient vivre sous la couverture radar, ce qui semblait être sa volonté, si je m'en tenais à ce qu'elle m'avait déclaré. Pour être honnête, je n'ai pas cherché à la retrouver. Toujours notre état, et puis, si c'était sa volonté, qui étais-je pour aller la débusquer et risquer d'éventer son anonymat? Et je n'ai pas une âme de détective. Déjà petit, je ne trouvais jamais les 7 erreurs, ça m'emmerdait trop, et je ne comprenais pas que les gens puissent se casser la tête avec ce genre de truc. Mais un beau jour, j'ai reçu un chat anonyme, de quelqu'un qui désirait me voir en personne de la part de Marie. Il me donnait une adresse, effectivement, dans la plus extérieure des conurbations. Évidemment, j'ai répondu oui, je pouvais difficilement faire autrement. Et un soir après le boulot, pas la terra, l'autre mi-temps, j'y suis allée. Un vieux type m'a ouvert, vraiment vieux, hein, avec vaguement la tête de Sigmund Freud. Je n'ai jamais su qui il était, de façon générale et pour Marie. Il ne me l'a pas dit et je n'ai rien demandé. Ça ne sentait pas le vieux chez lui, ça ne faisait pas intérieur de vieux d'ailleurs. Il n'y avait pour ainsi dire rien chez lui, du moins dans le salon, un canapé, 2 chaises, dont l'une provenait d'un petit bureau dans un coin, et puis c'était tout, à part une gravure représentant un patriarche grec. Il m'a douché d'emblée en m'expliquant que Marie n'était plus chez lui depuis une dizaine de jours, mais qu'elle l'avait chargé de me prévenir passer ce délai. Et pour ce qui est de me prévenir, il m'a prévenu. Ce que je vais vous dire, a-t-il commencé, ce ne sont que des hypothèses de ma part, et de celle de Marie, et d'autres aussi. C'est que je suis une sorte de chemin de fer, voyez-vous. Il a eu un petit sourire que je n'ai pas compris. Les gens que vous voyez en terra, ils sont guéris. Ils sont même guéris depuis longtemps. Oui, je sais ce que vous allez me dire. Ils se plaignent toujours de ci ou de ça. Ils sont vraiment mal foutus, vous le voyez bien vous-même. D'ailleurs, si on vous les envoie, c'est qu'ils sont malades et diagnostiqués comme tels. Mais en fait, non. La guérison, ça n'existe pas. Il n'y a pas de nirvana pour le corps, ou même pour l'esprit. La vérité, c'est qu'on a toujours mal. Ou plutôt qu'on n'atteint jamais la félicité. Vous savez comment ça marche un corps? Moi, oui. J'ai été médecin du temps où cela signifiait encore quelque chose. Et même après, d'ailleurs. Un corps qui fonctionne, c'est de l'air qui râpe les bronches, du sang qui déforme les veines, des organes qui se bousculent dans un espace restreint, de la merde qui cherche péniblement à sortir. On n'est pas sous morphine quand on est en bonne santé. On a juste pas mal inutilement. Mal parce que des trucs sont venus vous forer depuis l'extérieur ou parce que certaines de vos cellules sont devenues folles. Oh, c'est très vivable, cet état de guérison. Très, très vivable. Mais ce n'est pas la tiédeur monotone de l'opium non plus. Mais comment savoir dans ces conditions qu'on est guéri? Eh bien, on ne sait pas, justement. On ne peut pas le savoir. Tout simplement parce qu'on n'en a pas l'habitude, parce que c'est tout nouveau, inconnu. C'est presque inouï dans un sens. Alors personne ne sait le gérer. Pas plus le patient que le médecin. Alors, comme il y a toujours des gratouillis, des petits pincements, on va en terra pour faire disparaître ça. C'est humain. Il n'y a aucune méchanceté, aucun caprice d'enfant gâté. C'est juste qu'on ne sait pas que c'est fini et qu'on est guéri. C'est ça le drame. Les PG savent guérir les maladies, les dysfonctionnements. Ils savent expulser le mal. Ce sont des sortes d'exorcistes. Mais que se passe-t-il quand il n'y a plus rien à expulser? Il se passe que l'on s'épuise, que les PG s'épuisent à essayer d'assainir des corps parfaitement sains. Et quand je dis s'épuiser, c'est très en dessous de la réalité.
Les PG se détruisent à tenter de rendre meilleur ce qui est déjà parfait. Ils se détruisent à petit feu. Non, ne me demandez pas ni comment ni pourquoi, je n'en sais rien. Il faudrait des moyens colossaux pour arriver à le savoir. Et en plus, le temps qu'on y arrive, il ne resterait plus un seul PG vivant sur cette planète. Il n'y a plus qu'une seule chose à faire, se protéger. Se protéger des autres, ne plus les fréquenter, d'une manière ou d'une autre. C'est ce qu'a fait Marie. C'est ce que vous devriez faire. Vous et tous ceux que vous connaissez. Des cimetières d'éléphants, il y en a d'autres. Du moins, je le suppose, même si je n'en ai découvert aucun autre du fait du hasard. Il y avait toujours ces forces qui m'incitaient à dévier de ma course. Il y avait toujours comme cet appel des os. Mais je ne les écoutais plus car j'avais découvert des traces matérielles, rien à voir avec ce supernaturel, des traces de toute évidence volontairement laissées par des PG. Des pièces de tissu enroulées autour du tronc ou des branches les plus basses, des écorces frénétiquement griffées, parfois en forme de flèches, qui m'indiquaient une direction, des morceaux de bois fichés dans le sol, et même parfois des signes laissés à la peinture en bombe pour les plus organisés de mes prédécesseurs. Sans compter quelques ordures non putrescibles, comme des emballages de bouffe à réhydrater. Non seulement des gens étaient passés avant moi, mais ils avaient tenu à ce que je sache qu'ils étaient passés et m'invitaient à les suivre. Comme quoi, la mort, le suicide spectaculaire et langoureux n'étaient pas la seule alternative pour les PG en fuite. Des fugitifs étaient donc passés là, les uns après les autres, avaient aussi remarqué les indices de leurs devanciers, avaient deviné, avaient entamé la création d'un chemin de mieux en mieux balisé, et ce chemin devait nécessairement mener quelque part. Un quelque part où tous ces fuyards avaient fini par se retrouver, groupe après groupe. Cette forêt redevenue hercynienne, cet obstacle à la progression, cachait en son sein une route, comme jadis celle qu'empruntaient les pèlerins. Ne manquaient plus que les étapes avec leurs auberges. Et de fait, au sol, un chemin, un vrai, commençait à émerger. Les pieds avaient au fur et à mesure de plus en plus dégagé le lit de feuilles et d'aiguilles, avaient raviné la terre meuble, évitant les racines trop épaisses, les montées trop raides, la rocaille qui affleurait par endroits. Il suffisait de se laisser guider, de faire confiance. Je suis arrivé au lazaret en début d'après-midi. Une clairière avait été dégagée, un espace assez vaste pour qu'une dizaine de bâtiments de grande taille puissent y loger. Les bâtiments, les lazarets, des hôpitaux pour pestiférer où chaque PG peut attendre que le processus s'inverse doucement. Un barbu m'accueillit à l'entrée de ce complexe médical né de la seule volonté des malades et me guida vers un des lazarets où une place m'avait été réservée car, comme on peut s'en douter, ma progression avait été repérée par des guetteurs en forêt que j'avais été, moi, incapable de discerner. C'étaient de grands dortoirs, aux lits généreusement espacés, emplis de PG, certains allongés, d'autres vacants de ci, de là, suivant la gravité de leur état. Le lendemain de mon admission, Sonia, la responsable de l'établissement, vint me voir. Une grande femme rousse, assez peu sympathique, mais je le suis encore moins, ce qui lui conférait un léger avantage. Elle tint à me faire visiter l'endroit dans son intégralité et à m'expliquer le processus de guérison. C'était la procédure standard, et son laïus fut débité sur le ton à la fois monocorde et mollement jovial propre au RH. En pratique, les lazarets sont des sas de décontamination. Il faut d'abord que j'expulse les miasmes des autres, que je me refasse une santé à l'ancienne, façon maison de repos dans les alpages. Pas que je risque de refourguer la maladie à ceux qui, ici, sont guéris, mais tout simplement, sans ce temps et cet espace de repos, la nécrose ira à son terme. Dit plus crûment, je mourrai à plus ou moins brève échéance. C'est Rachid, mon voisin de lit, qui me l'a fait comprendre, qui m'a d'ailleurs expliqué à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur les lazarets et les colonies. Ce doit être le plus ancien pensionnaire du bâtiment, arrivé bien avant moi, mais plus mort que vivant, ses compagnons de fuite ayant dû le porter les 3 derniers jours. Des mois donc qu'il est là, à écouter, à assimiler, à thésauriser, grosse éponge à ragots, fière et heureuse de régurgiter son savoir aux petits nouveaux qui squattent la place d'à côté. D'autres informations sont fournies par Sonia quand elle se sent d'humeur vaguement causante, et aussi, curieuse coutume, par des gens des colonies qui viennent faire des causeries de groupe aux malades, essentiellement à ceux qui se promènent dehors, autour du bâtiment, ceux qui ne sont pas trop mal foutus et qui ne supportent plus de rester couchés toute la sainte journée. Les colonies. Il y a des villages alentours, de vrais villages où les gens vivent comme doivent vivre des gens.
Certains, paraît-il, font même des enfants ou envisagent d'en faire. La ville connaît-elle l'existence de ce regroupement de PG? Ils n'en savent rien eux-mêmes. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être s'en moque-t-elle, ce dont je doute. Personne ne laisserait la poule aux œufs d'or divaguer selon son bon vouloir. Le bétail doit rester à l'étable et ne pas s'inventer une nouvelle vie dans les recoins les plus reculés du monde. Peut-être, là-haut, ont-ils compris qu'ils gèrent désormais un stock de bien portants qui nous tue à petit feu. Peut-être même ont-ils commencé une entreprise de pédagogie pour expliquer cela à la population. Mais franchement, je suis sceptique. Le temps va leur manquer et une bureaucratie va toujours au plus facile. Plus simplement, il est aussi possible que nous soyons hors de portée des drones et que les satellites braquent leurs regards sur d'autres portions de la Terre. Nul ne le sait ici, mais nul ne s'inquiète non plus. Il y a des profondeurs de la forêt que personne n'a encore explorées et qui constituent autant de refuges en cas de coup de force. Tout le monde est prêt à fuir, mais personne ne semble plus anxieux que cela. Et tout cela, en tout état de cause, la logistique pour une invasion est pour le moment hors de portée de la ville, bien trop paresseuse et bien trop accaparée par d'autres soucis. Et ce n'est pas, pour l'instant, dans sa mentalité. Elle a perdu son agressivité, elle a trop longtemps joué la gentille maman, et cela lui prendrait du temps avant de redevenir le père vengeur. Il y aurait tout un reformatage des esprits à assurer, ce qui nous laisse du temps, beaucoup de temps, d'après moi et d'après ceux avec lesquels j'ai pu en discuter. Rien ne pousse au lazaret, et dans les villages, les assemblées ne se sont pas encore prononcées sur un retour de l'agriculture. La cueillette donne plutôt bien et la chasse semble plutôt réservée à la génération suivante. Nous sommes tous si gauchers des deux mains. Pour l'instant, des razzias sur les régions céréalières sont régulièrement entreprises pour assurer notre subsistance, ou sur des dépôts. Nul n'avait imaginé que les villes étaient si riches, si aptes à se laisser dépouiller sans broncher. La richesse, c'est du surplus, toujours du surplus, un surplus au-delà de l'imagination. Et nos ponctions sont dérisoires, si dérisoires qu'elles ne doivent pas encore apparaître dans les statistiques, dissoutes dans les marges d'erreur. La ville, c'est une mine à ciel ouvert, un Père Noël qui ignore qu'il est le Père Noël. Quand je sortirai du lazaret, je me joindrai à une de ces expéditions. J'irai là-haut, je dépouillerai avec une joie enfantine, je mystifierai les tracteurs et les drones dans un grand jeu de gendarmes et de voleurs. Je rapporterai des trésors aux gens des villages et des lazarets. Je trafiquerai avec quelques-uns des gardes-réens, car nous allons former au cours du temps la confédération informelle de ceux qui regardent, depuis le quai, les lumières du paquebot au loin. Paquebot que nos petits canons invisibles peuvent aller téter sans risque à la faveur de la nuit. Il y a un sujet que j'évite d'aborder. Un sujet dont je ne veux pas parler. Je fuis même les discussions qui, par la bande, pourraient y faire allusion. Je ne sais pas si Marie est là, si elle est arrivée jusqu'ici, si elle a un statut particulier, ce dont je doute. C'est mon héroïne personnelle, mais de toute évidence, l'exode est bien antérieur à sa fuite. Et c'est pour cela que sa quête doit être ma quête. C'est à moi de la retrouver sans indice, sans demander à qui que ce soit, en parcourant les villages un à un, jusqu'au jour où je serai enfin en face d'elle.